Et on revient à la crise sanitaire avec vous, professeur Lina. Merci d'être en direct avec nous depuis Lyon. Professeur de virologie aux Hospices civils de Lyon et membre du conseil scientifique. Vous aurez quelques questions de français qu'on a enregistrées dans la journée. Et on va faire avec vous le point sur la situation aujourd'hui parce que on se pose beaucoup de questions et notamment sur l'école. Alors, peut-être d'abord, si vous voulez bien, tout simplement, où en est l'épidémie? Quelle est la répartition entre les deltas qui subsistent, les omicron, et où est-ce qu'on en est? Est-ce que vous êtes inquiet ou est-ce que vous êtes optimiste? Alors, je suis relativement optimiste, mais ça ne veut pas dire que la situation ne soit pas une situation sur laquelle il convient d'être vigilant. Donc, si vous avez vu les derniers chiffres, aujourd'hui, on est encore sur un niveau de circulation du virus qui est très élevé, qui fait un plateau, puisque ça fait plusieurs jours qu'on est aux alentours de 350 360 000 cas diagnostiqués, ce qui fait un taux d'incidence qui est extrêmement élevé. Et on observe que les métropoles, les villes en particulier, sont un endroit où il y a beaucoup de virus qui circulent. Et les espaces où le virus circule le plus sont celles où le virus Omicron est le plus présent. On a un certain nombre de régions où Omicron représente à peu près 90-91% des cas diagnostiqués, d'autres on est plutôt aux alentours de 75. Ça fait une moyenne aux alentours de 82-83% des cas diagnostiqués qui sont des cas Omicron. Et on voit effectivement un remplacement progressif de ce virus, du virus Delta par ce virus, même si il y a encore, si on dit que ça fait à peu près entre un cas sur 5, un cas sur 6, du virus Delta qui est beaucoup plus pathogène que le virus Omicron. Alors, une des raisons pour lesquelles on doit être optimiste, c'est que même si il y a encore des formes graves, et vraiment, il ne faut pas sous-estimer la capacité de ce virus, même sous le format Omicron, à donner encore un certain nombre de formes graves et d'infections qui emmènent les gens vers l'hôpital et vers la réanimation. C'est un virus qui quand même présente aujourd'hui un potentiel de dangerosité qui est considéré comme à peu près la moitié de celui du virus historique. Et ce qui fait, au bout du compte, qu'on voit que les taux d'admission en réanimation sont plus faibles que ce qu'on en avait vu, mais de façon très significative par rapport aux fois précédentes, et que finalement, lorsque l'on combine la protection immunitaire post-vaccinale ou post-infectieuse et un certain nombre de mesures qui permettent d'éviter l'infection, eh bien, on voit que les personnes qui vont en réanimation restent essentiellement des personnes fragiles, pour lesquelles aujourd'hui la circulation du virus reste un danger. Ces personnes fragiles, c'est bien évidemment les immunodéprimés pour lesquels il y a un problème sur la réponse vaccinale parce qu'ils ont du mal à développer une réponse vaccinale protectrice, et donc c'est l'entourage qui doit les protéger, c'est l'ensemble de la communauté. Un certain nombre de pathologies chroniques, comme notamment les insuffisants rénaux, sont aussi en danger, et bien évidemment, malheureusement encore, aussi toujours, toutes les personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui ne sont pas immunisées. Et c'est ces trois populations que l'on retrouve en réanimation. Mais malgré tout, on voit qu'on est peut-être en train de passer par un espèce de pic épidémique. Ça mériterait d'être confirmé. Et on est rassuré dans ce sens parce que les Anglais aujourd'hui commencent à voir décroître de façon significative, pas encore très importante, mais significative, le nombre de cas. Et donc, comme ils ont à peu près une semaine d'avance pour nous, on peut se dire que peut-être que voilà, la semaine qui vient va être celle qui va permettre de faire la bascule vers la décroissance du nombre de cas. Alors, j'ai bien compris. Donc, en fait, dans une semaine, on aura peut-être le pic, si je vous écoute, et on commencera à redescendre, comme les Britanniques, et éventuellement assister à la décroissance. Et si je vous demandais, je ne sais pas, pas une fin, parce qu'on a compris qu'il n'y avait jamais de fin totale pour le moment, en tout cas, de cette épidémie, mais la fin de Omicron ou une vraie décroissance, c'est quoi? Mi-février, début février? Qu'est-ce que c'est? Fin janvier? Je ne peux pas vous répondre, ça va dépendre de quand va être le pic. Ce sont des hypothèses que je vous ai dit. Là, si effectivement ce qui se confirme, qu'on soit sur une période de pic qui serait un petit peu avant la fin du mois de janvier, à ce moment-là, il peut y avoir une décroissance assez rapide, ce qui pourrait emmener sur des niveaux de circulation du virus relativement bas à partir de fin février, début mars. Mais de nouveau, beaucoup de prudence là-dessus, parce que
Premièrement, le virus nous a appris qu'il était capable de nous surprendre en permanence. Et deuxièmement, c'est bien évidemment tributaire de ce qui va se passer dans les quelques jours qui viennent, qui vraiment vont conditionner la suite. Alors justement, est-ce que quand même sur la dangerosité d'Omicron, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui s'il y a beaucoup d'hospitalisations graves, s'il y a des morts de ce virus-là, ou est-ce qu'il n'est pas si dangereux? C'est important de façon très simple pour les Français, parce qu'il y a beaucoup de conséquences à cette idée qu'il ne serait pas du tout dangereux. Oui, vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas sous-estimer le potentiel que conserve ce virus, même s'il est nettement moins dangereux que les virus précédents. Ça ne signifie pas qu'il n'y a plus de danger. Et on voit aujourd'hui des gens qui meurent de l'infection avec Omicron. Ce qui est tout à fait clair, c'est que statistiquement, le nombre de décès que l'on observe pour chaque infection est beaucoup moins important que ce que l'on avait avant. Mais malgré tout, on a encore des personnes qui meurent de ce virus et tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris l'ensemble des mesures qui permettaient d'éviter d'avoir cette infection. Croire aujourd'hui qu'on est sorti d'affaire alors qu'on est à des taux d'incidence qui sont aussi élevés et qu'il y a encore un certain nombre de personnes qui font des formes graves, c'est vraiment se leurrer complètement. Et c'est passer à côté du fait que ce virus, il reste potentiellement dangereux et que même s'il a atténué beaucoup de choses dans sa biologie qui fait qu'aujourd'hui, il donne moins de formes graves, ça n'est pas devenu un virus bénin, loin de là. Alors, je voudrais qu'on écoute une question de Français sur le vaccin. Ma question, c'est quelle est l'utilité du masque dans la rue? Voilà, je vous remercie. Non, alors c'était pas ça tout de suite, on va en parler du masque dans la rue, mais on va écouter l'autre question de Français qui est sur le vaccin. Est-ce que c'est bien de se faire vacciner? Pourquoi c'est bien de se faire vacciner? Pourquoi je vous pose cette question? Parce beaucoup de Français se disent, mais puisque ce virus Omicron n'est pas si dangereux, vous nous avez expliqué qu'effectivement il fait encore des victimes aujourd'hui, notamment ceux qui ne sont pas bien protégés, ils se disent, mais pourquoi se faire vacciner encore? Puisqu'il n'est pas si dangereux après tout, est-ce que ça vaut la peine? Alors oui, bien évidemment, parce que comme je vous le disais juste avant, même s'il n'est pas aussi dangereux, il reste dangereux. C'est-à-dire qu'on voit encore des personnes qui meurent de cette infection. Or, l'objectif de la vaccination, c'est d'éviter justement cette mortalité, de réduire le risque. Et tout l'enjeu des mesures de vaccination et des mesures barrières, c'est une réduction de risque. On n'arrivera pas à atteindre un risque zéro, puisque ce virus est capable d'échapper en partie à la réponse immunitaire post-vaccinale. Mais on sait que lorsque l'on fait une comparaison des populations vaccinées et des populations non vaccinées, le niveau de risque n'est pas du tout le même entre les deux. Et donc, très clairement, lorsqu'on se vaccine, on se protège soi-même. Mais ce qui est aussi important de comprendre, c'est qu'on protège aussi les autres. Et qu'au bout du compte, c'est un double effet, la vaccination. On se protège soi-même parce qu'on développe une réponse immunitaire qui va permettre d'éviter de faire des formes graves, et ceci de façon durable. Et on sait que vis-à-vis d'Omicron, c'est au moins 92 à 95% de protection vis-à-vis des formes graves lorsque l'on a eu la dose de rappel. Et puis, la protection contre les autres, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une circulation intense de ce virus, c'est parce qu'on a à la fois des personnes non immunisées qui font circuler le virus, mais aussi des personnes qui sont à distance de la vaccination, pour lesquelles ils ne sont pas capables de freiner la diffusion du virus. Or, les vaccinés avec la dose de rappel, eux, sont capables de freiner beaucoup mieux la circulation du virus, et donc ça casse les chaînes de transmission, et ça protège aussi par cascade les personnes qui ont des difficultés à avoir une réponse immunitaire protectrice. Donc on a une dimension individuelle à la protection, mais aussi une dimension un peu collective. Ce que le virus, parce que ça me permet de rebondir pour répondre à la première question par rapport au masque dans la rue. Effectivement, on pourrait penser, je suis vacciné, c'est en quelque sorte, j'ai mon passe vaccinal ou mon passe sanitaire en fonction de comment il s'appelle, et ça me donne une autorisation en quelque sorte à laisser tomber un certain nombre des mesures barrières et des mesures d'hygiène. Et là, c'est aussi une erreur parce qu'aujourd'hui, comme on est dans une dynamique épidémique importante, on a besoin d'ajouter aux mesures immunitaires de protection des mesures physiques de
freinage de la circulation du virus. Le vaccin n'empêche pas un vacciné d'être vecteur du virus, soit de façon symptomatique, soit de façon asymptomatique. Il y a récemment un article qui a montré que le nombre d'infections asymptomatiques à Omicron est beaucoup plus important que ce que l'on avait avec les autres variants. Et lorsque l'on est vecteur asymptomatique, si vous ne portez pas de masque et qu'en face de vous, la personne ne porte pas de masque, eh bien, il y a un risque de transmission qui est très élevé. Oui, mais dans la rue, quand il n'y a personne ou qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on l'a dit plusieurs fois, ça pose une vraie question. Non, mais bien évidemment, il faut avoir un peu de bon sens quand même, malgré tout. Si vous êtes tout seul dans la rue, porter un masque ne change rien, aussi bien pour vous que pour les autres. Dans la rue, de temps en temps, il arrive qu'on soit dans des espaces qui sont un peu plus denses en population. Moi, je prends toujours l'exemple des marchés où on est souvent statique, avec beaucoup de monde, on discute avec les gens. Là, c'est important de porter un masque parce que ce risque de transmission avec Omicron, il est très élevé. Il est très élevé parce que le temps nécessaire pour transmettre le virus et la dose de virus nécessaire pour transmettre l'infection sont beaucoup plus faibles en dose et courts en temps que ce que l'on avait avec les précédents. Donc, lorsque vous portez le masque, il est clair que dans les espaces clos, c'est très important de le faire de façon durable. Il faut que les deux portent le masque. Dans la rue, lorsque vous êtes avec une densité de population autour de vous que vous considérez comme potentiellement importante, eh bien, vous portez un masque. Quand vous êtes seul dans les bois, bien évidemment, ça ne sert à rien. Alors, une question de Nathalie Chuc du Point, puis une question de Judith Weitraub, Le Figaro Magazine. Bonsoir, professeur. Compte tenu de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous pensez qu'on va de façon inéluctable vers une 4e dose, vers une 5e dose du vaccin qui semble protéger pendant quelques semaines, quelques mois, mais pas ad vitam aeternam? Beaucoup d'incertitudes là-dessus, parce que ce que l'on sait sur la vaccination avec les coronavirus, c'est que si on veut vraiment augmenter la capacité du vaccin à protéger et à éventuellement protéger contre d'autres variants, il faut à un moment donné qu'on change la composition du vaccin. Et donc, il est probable que si on veut vraiment avoir une 4e dose qui soit performante, il faudrait qu'on change le virus qui est dans le vaccin et on pourrait mettre par exemple Omicron ou un des autres virus qui émergerait après Omicron. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cette 4e dose, elle apporte beaucoup de débats aujourd'hui dans le monde international. Vous savez que certains pays ont décidé de le faire, d'autres ont décidé de ne pas le faire. Pour l'instant, la position en France, c'est de dire assurons vraiment qu'on va sur un schéma vaccinal complet sur l'ensemble de la population avec les 3 doses avant d'imaginer de voir s'il est nécessaire de faire une 4e dose. La 3e dose, elle est faite en ce moment et elle est faite depuis environ 1 à 2 mois. Alors, un certain nombre de personnes l'ont fait il y a plus longtemps, mais elle nous permet aujourd'hui d'être d'un point de vue temporel dans un moment où on est protégé par cette 3e dose vis-à-vis du risque Omicron et vis-à-vis du risque de transmission d'Omicron. Donc, allons jusqu'au bout de cette logique de la vaccination avec le rappel de la 3e dose pour avoir le schéma vaccinal complet. Et on verra, lorsqu'il faudra faire éventuellement une 4e dose, quelle sera la situation épidémique et si finalement on n'est pas plutôt dans un moment où il faudra qu'on change la composition vaccinale. Et est-ce qu'il y a toujours une épidémie ou pas? Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou est-ce qu'il faut le faire plus tard? Alors, sur la durée, juste pour se projeter un petit peu plus loin, vous savez, ce virus, on va le garder très longtemps. On va le garder des dizaines d'années. Mais il ne va pas se comporter de la même façon au fil du temps. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faudra qu'on fasse des rappels. Et puis, ce que j'espère, c'est que dans quelques années, ce virus deviendra un virus banal pour lequel il n'y aura plus besoin de vaccination du tout. On utilisera seulement l'immunité collective parce qu'en fait, il aura tellement perdu en virulence qu'il ne sera plus responsable que de forme très simple. Oui, en Israël, bonsoir professeur, en Israël, comme vous le savez, on considère que ce virus est tellement contagieux et relativement peu pathogène qu'il vaut mieux lever les contraintes qui pèsent très lourdement, les contraintes économiques et puis les masques, et les contraintes, les restrictions de contact qui pèsent très lourdement sur la population pour qu'elle essaie d'acquérir une immunité que ne confère pas le vaccin et réserver les 4e doses aux populations vulnérables. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ? Alors, la 4e dose pour les populations les plus vulnérables, a priori, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, il faut réfléchir.
en sachant que c'est très difficile de définir clairement qui sont les plus vulnérables. Alors bien évidemment, tous ceux qui ont une pathologie chronique et qui ont une pathologie qui les fragilise de façon très forte vis-à-vis de ce virus font partie des vulnérables, mais il y a aussi la notion d'âge par rapport à cette vulnérabilité et elle est souvent conditionnée par le risque de faire des formes graves. Donc on a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Et Israël a toujours décidé qu'il fallait qu'il prenne les devants, même en absence de connaissances, pour faire un peu d'expérimentation, entre guillemets. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, on n'est pas encore à ce niveau de réflexion en France parce que Israël a fait ses 3e doses il y a beaucoup plus longtemps que nous, puisque c'était pratiquement au mois d'octobre qu'ils avaient fini de faire le schéma vaccinal à 3 doses pour une grande partie de leur population. Sur la transmission Omicron, je crois qu'il ne faut pas se leurrer, je vous le redis, ça n'est pas un virus anodin. Il a certes perdu en virulence, mais aujourd'hui, le laisser circuler vers les plus fragiles reste dangereux. Et donc, il faut qu'on maintienne encore quelques temps un certain nombre de mesures barrières, et notamment le port du masque à l'intérieur, avec 2 personnes qui portent le masque lorsque vous êtes 2, pour éviter qu'il y ait des chaînes de transmission qui se passent et que ces chaînes de transmission finissent par toucher les plus fragiles. Et donc, ce que l'on espère tous, si vous voulez, c'est que cette vague Omicron représente un temps dans la pandémie qui serait un temps de bascule vers un virus qui sort du cycle pandémique infernal avec des vagues qui se succèdent pour basculer vers un rythme un peu plus classique d'un virus respiratoire qui deviendrait saisonnier. C'est une hypothèse, on n'a pas de certitude. Mais ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que Omicron, lorsqu'il induit une réponse immunitaire du fait d'une réexposition, il induit une protection qui est de bonne qualité. Et donc, c'est par rapport à cette 4e dose, si on a une infection de bonne qualité qui a été obtenue, une immunité de bonne qualité et qui est plus transversale, qui est obtenue au cours de ces infections banales à Omicron, qui sont observées chez des personnes qui ne font pas de problème et qui ne sont pas au contact des plus fragiles et qui savent qu'ils ne peuvent pas le transmettre à des plus fragiles, eh bien, ça vous donne une immunité collective qu'on attend tous et qui permettrait de façon durable d'être protégé vis-à-vis de potentiels variants à venir. Mais là encore, c'est une hypothèse. On a des données par rapport à l'immunité croisée qu'Omicron est capable de donner, notamment sur Delta et sur les autres variants. Sur les virus qui émergeraient potentiellement après Omicron, on ne sait pas encore. Mais là encore, j'en reviens à ce que je vous disais. Peut-être qu'il faudra qu'on réfléchisse sur la composition du vaccin et pour mettre un virus qui ressemble plus au virus qui circule que le virus qui y a actuellement dans les doses vaccinales. Une question de Renaud Pilat. Oui, 2 petites questions, professeur. Une question sur les tests salivaires. Hier soir, le professeur Christian Bréchot s'étonnait que l'Europe ait du retard par rapport aux États-Unis sur les tests salivaires qui sont pour les enfants quand même beaucoup plus confortables. 2e question, à quand le médicament Pfizer, comme on le voit en Israël ? Alors, sur les prélèvements salivaires, qui sont des tests PCR qui sont faits sur la salive, effectivement, on les a développés, on les a mis, on les a proposés pour un certain nombre d'écoles. Ce sont des tests PCR qui prennent un petit peu de temps à faire, plus que les tests antigéniques. À un moment donné, on sait qu'on est capable, et les laboratoires sont capables de les faire. Ça demande une logistique par rapport à l'école qui est beaucoup plus importante que les autotests. Donc, c'est plus probablement lié à une difficulté organisationnelle lorsqu'on a énormément de tests à faire chez les enfants qui freinent l'utilisation du prélèvement salivaire par rapport aux autotests ou aux tests antigéniques qui sont plus rapides. Mais je vous rejoins. Et en plus, on sait que vis-à-vis du virus Omicron, il semble que sa présence dans la salive soit en très grande quantité, plus qu'avec les autres virus. Et donc, le prélèvement salivaire est un bon prélèvement pour faire le diagnostic de l'infection Omicron. Alors, concernant... Oui, vous voulez pas que je réponde pour Pfizer? Oui, le traitement Pfizer. Oui, le traitement Pfizer, écoutez, la Haute Autorité de Santé doit se prononcer très rapidement sur ce médicament qui, effectivement, présente un profil extrêmement intéressant en termes d'efficacité. Après, je pense que la mise sur le marché dépend aussi de Pfizer et pas seulement que des autorisations obtenues par les instances nationales. Il faut s'attendre à ce qu'on puisse l'utiliser quelque part, je dirais, entre la fin du mois de février et le début du mois de mars. Un petit mot quand même sur la polémique du jour.
Vous connaissez le professeur Didier Raoult. Il a encore sévi. Et aujourd'hui, il a dit que les vaccins avaient augmenté l'épidémie et qu'en fait, dans les pays où il y avait le plus de vaccinés, c'est là qu'il y avait le plus de cas d'Omicron notamment. Comment vous répondez à cela ? Écoutez, moi, je ne souhaite pas rentrer dans des débats entre médecins en public, donc vous me permettrez de ne pas répondre. Voilà qui est fait, c'est clair et net. Parlons de l'école, vous l'avez évoqué, ce serait mieux de faire des tests salivaires, vous nous le dites à demi-mot, et ce sont des questions organisationnelles, c'est ce que j'ai compris. Il y a eu des protocoles successifs, des grandes tensions, il y a une grande manifestation demain des personnels enseignants sur la gestion de la crise sanitaire. Bon, je ne vous demande pas de vous prononcer bien sûr là-dessus, mais le protocole qui est adopté désormais, c'est-à-dire 3 autotests au lieu d'un PCR et 2 antigéniques pour les enfants cas contact et une attestation signée sur l'honneur par les parents. Bon, ça, c'est efficace ou bien c'est une forme, c'est une façon de laisser circuler le virus? Non, objectivement, si on fait du dépistage, c'est pour que si jamais un enfant est dépisté positif, il sorte du circuit d'infection à l'intérieur du groupe classe. On se focalise beaucoup sur les écoles aujourd'hui, à juste raison, parce que c'est un espace où le virus circule de façon relativement abondante. On voit bien, lorsque vous regardez les taux d'incidence par groupe d'âge, que les groupes d'âge où le virus circule le plus, et là où l'augmentation du nombre de cas est la plus élevée, c'est bien dans les classes en primaire, mais aussi en secondaire. Donc il y a besoin de faire quelque chose, et si on veut contrôler, ou en tout cas avoir une circulation qui impacte le moins possible les écoles, il est clair qu'il faut qu'on puisse dépister assez régulièrement les enfants pour qu'on sache lesquels sont vecteurs du virus et quels sont ceux qui ne le sont pas, et tout ceci dans un contexte où on essaye de maintenir les classes en place. Bon, il est vrai que, vous savez, cette démarche diagnostique que l'on a aujourd'hui et de dépistage vis-à-vis de ce virus, c'est tout à fait inédit. On n'a jamais eu des niveaux de tests réalisés de façon quotidienne qui étaient aussi élevés. Vous vous rendez compte, il est fait 2 millions de tests par jour, pratiquement. Mais est-ce que c'est aussi utile que cela? Et est-ce que finalement, vous avez entendu, on se pose la question, on se demande si finalement il faut autant tester, puisque ce fameux Omicron est quand même différent, même s'il peut être dangereux pour les gens non protégés. Alors, tester est utile à partir du moment où on garde en tête que lorsque l'on teste, ça veut dire que derrière, il se passe quelque chose quand on est positif, de façon à empêcher d'être vecteur du virus vis-à-vis des personnes qui pourraient être contaminées. Donc, tester pour identifier une personne infectée, c'est bien. Après, une fois qu'on a fait ça, il faut aussi accompagner cette détection positive, c'est-à-dire éviter qu'il y ait des chaînes de transmission, aussi bien en intrafamilial qu'à l'école. Et puis, derrière, il faut qu'on puisse aussi s'assurer que ceux qui ne sont pas infectés ne vont pas être infectés par des événements qui viendraient en plus. Et donc, ça suppose de mettre en place d'autres mesures que le test, qui sont le port de masque, l'aération des classes et l'hygiène des mains. Tout l'enjeu est d'essayer de réduire la taille de l'épidémie. On n'empêchera pas le virus de circuler. Ce que l'on peut faire, c'est avoir un niveau de circulation du virus qui soit le plus faible possible, parce que ce temps de circulation peut être contrôlé par les mesures barrières, les mesures d'hygiène additionnelles. Et l'identification des infectés permet de sortir du groupe la source infectieuse. Donc si on arrive à tout combiner, les modèles le disent très clairement, ça va permettre de baisser le niveau de circulation du virus de façon assez significative. Ça évitera les formes graves et les hospitalisations, ça en évitera de façon significative, et ça raccourcira la durée du pic épidémique. Donc on voit que... Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de questions sur l'école, les enfants avec le masque, la fermeture d'une classe, les parents appelés, alors ça ne sera plus le cas, pour venir chercher leur enfant. Est-ce que le bénéfice-risque et les avantages et les inconvénients d'une telle stratégie, finalement, ne plaident pas en faveur d'une forme beaucoup plus légère encore des protocoles, parce que ça devient tellement un casse-tête pour tout le monde? C'est extrêmement difficile, on est bien d'accord, mais si vous écoutez bien ce que je vous ai dit, si on laisse aller, l'épidémie durera plus longtemps, elle touchera plus de gens, il y aura plus de malades. Donc il faut malgré tout qu'on fasse un effort, que j'espère être un effort de courte durée,
qui permettra de passer le cap plus rapidement. Si on laisse tout faire, ça durera plus longtemps et il y aura plus d'infectés. Si on essaye de maîtriser, ce sera plus court, donc on en sortira plus vite et il y aura moins d'infectés. Donc, d'un point de vue collectif, il semble quand même important, même si c'est, comme vous le dites, extrêmement difficile, extrêmement compliqué. J'étais avec une partie de l'éducation nationale de la région ce matin. Ils disent qu'ils sont effectivement épuisés par l'ensemble de cette situation qui dure depuis maintenant presque 2 ans. Mais il y a un effort à faire là parce que, comme je vous le dis, c'est peut-être le dernier moment où on a un effort à faire. Et l'enjeu de cet effort est considérable puisqu'il va conditionner la durée de l'épidémie et son intensité. Alors, répondez, on a encore eu des questions de Français, justement, sur l'avenir. Est-ce qu'il est possible de prévoir quelles seront les mutations de ce virus et surtout, comment est-ce qu'on peut adapter les mesures qui sont prises aujourd'hui de manière à permettre quand même une vie à peu près normale sans être trop enfermé dans les mesures sanitaires que nous nous imposons, à juste raison d'ailleurs. Voilà, merci. Bonjour monsieur, moi je voudrais savoir si les mutations de virus vont vers des pathologies de plus en plus agressives ou de plus en plus mineures, voilà. Les Français sont devenus des virologues, hein. Oui, et puis ils posent des questions compliquées. Hein. Moi, je suis incapable de prédire les mutations et personne ne sait le faire et je crois que personne n'a la prétention de vouloir dire qu'il est capable de dire que telle ou telle mutation va survenir. Ce que l'on observe, et de nouveau, si vous reprenez un petit peu les avis du Conseil scientifique, on avait imaginé un certain nombre de scénarios et ce qui est en train de se passer est quelque chose qu'on avait un petit peu décrit malgré tout. Donc on a été capable d'imaginer les choses. Naturellement, ce que l'on pense, c'est que la dynamique d'une pandémie va vers un virus qui progressivement augmente en transmissibilité et perd en virulence. C'est ce qu'on commence à voir avec Omicron et c'est probablement quelque chose qui va continuer, enfin je l'espère en tout cas, qui va continuer à évoluer dans ce sens, en sachant que quand on parle d'augmentation de la transmissibilité, il faut bien comprendre que pour Omicron, c'est la conjugaison de 2 choses, c'est parfois un peu difficile à comprendre. C'est la conjugaison du fait que ce virus intrinsèquement est plus transmissible. Comme je vous le disais, il y a besoin de moins de virus pour être contaminé. C'est pour ça que la maladie se transmet mieux. Mais en même temps, il échappe un petit peu à la réponse immunitaire que l'on avait avec les vaccins et les infections précédentes, et ça lui donne un avantage de diffusion. Ce que l'on pense, c'est que cette évolution d'Omicron, qui était très significative en termes d'échappement immunitaire, je dirais, eh bien, il va peut-être se stabiliser un peu dans le temps. Et donc, l'immunité que l'on a acquis au cours de cette exposition à Omicron va être durable et va nous permettre de mieux éviter les infections avec les virus qui émergeront après, qui en même temps, je l'espère, perdront encore en virulence. Donc, c'est un peu comme ça qu'on imagine. Maintenant, il faut être extrêmement prudent parce que ce virus, il est imprévisible et donc on peut parfaitement aussi garder en tête le fait qu'il peut y avoir le risque d'une évolution du virus qui rebat les cartes complètement encore et qui nous replace dans une situation imprévue qui peut être une situation avec un virus qui est plus dangereux ou un virus qui présente une symptomatologie différente. Donc, il y a ce que l'on attend parce que naturellement, on pense que c'est comme ça que ça va se passer. Petit à petit, une perte de virulence et un virus qui rentre dans les rangs. Mais il faut être prudent parce qu'il peut se passer un autre phénomène que l'on n'aura pas prévu. Merci beaucoup. Merci, professeur Bruno Lina, d'avoir passé ce temps avec nous, avoir répondu à toutes nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique et que vous nous avez dit que ce serait peut-être la fin de l'épidémie vers mi-février, fin février, début mars. Voilà, donc on verra si peut-être que ce sera encore mieux et peut-être même avant et que le pic pourrait être atteint dans une semaine ou dans 15 jours. On va en parler et on va continuer à en parler parce qu'au carrefour de la crise sanitaire et de la politique, l'école vient un peu cristalliser les tensions. Il y a demain une grande journée de mobilisation